tous, c'est Mélie sans Mélo et je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation. J'ai terminé quelques romans récemment qui, je pense, méritent un petit retour. Le dernier en date, le dernier que j'ai terminé et qui me laisse en position latérale de sécurité, je ne vous en parlerai pas, et il s'agit de La Passe Miroir, le tome 4, La Tempête des Échos de Christelle Dabos. Je ne vous en parle pas aujourd'hui, je vous dis que je l'ai terminé. Que ça a été un choc, que je suis en deuil, mais je vais attendre que Mélo le lise à son tour pour qu'on vous fasse une comparaison comme on l'a fait pour les 3 autres tomes, il me semble, de cette saga. Donc voilà, mais je ne pouvais pas m'empêcher de vous le montrer, déjà parce qu'il est beau. Et ensuite parce que je souffre. Avant de commencer, si vous avez lu l'un des 3 romans que je vais vous présenter, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Je vais quand même revenir sur une sortie de l'année puisqu'il s'agit de L'âme vive d'Ariel Holst, le tome 1, Obédience. Il est sorti assez récemment, que j'ai lu à la suite de Mélo qui l'avait reçu en service presse et qui est dans la sélection du PLIB 2020. Donc c'était une raison de plus de le lire, même s'il ne m'en fallait pas plus puisque Mélo l'a beaucoup aimé. Pour moi, je pense pouvoir dire que c'est une excellente lecture. On n'était pas loin du coup de cœur, je pense. J'ai adoré l'univers que j'ai trouvé très original, loin de ce qui a déjà été vu, revu et fait et refait en fantasy. J'ai beaucoup aimé les différentes créatures de ce monde. Qui est un peu à la fin, créatures qui sont à la limite entre la fantaisie pure et une espèce de science-fiction, création scientifique que j'ai beaucoup aimé. Donc on va trouver des lames qui sont des armes humaines qui ont en fait du vif argent dans les veines qui leur permet de moduler des armes. On a les manites qui sont, je vais pas dire des magiciens, mais peut-être plus des personnes qui ont des capacités télékinésiques qui leur permet de contrôler le vif argent. Il y a également, de façon un peu plus naturelle, des empathes. Parmi une population qui sont les Ahati, je crois, qui ont la possibilité en fait de, en touchant quelqu'un, d'être dans leur tête, de s'imprégner de leurs pensées, de les manipuler même jusqu'à un certain point. On trouve également des golems. Pour ce qui est la partie faune, il y a également quelques créatures dans le désert, tout ça, enfin bref. Très riche comme univers et pourtant ça tient là-dedans. C'était court mais assez dense en fait en termes de découverte justement parce que c'était nouveau. Il est certain que j'en veux plus, j'en veux davantage, j'attends avec impatience le tome 2. Par rapport à l'univers, je pense que la seule chose qu'il m'a manqué dans ce roman c'est une carte au début. Ça aurait pas fait de mal en fait, je pense, tout simplement. Parce qu'il y a pas mal des personnages qui voyagent, qui sont dans telle ou telle ville, et c'est vrai qu'il y a des descriptions qui viennent au fur et à mesure de différents points de vue. Mais du coup je pense que ça manque quand même d'une petite carte, histoire d'avoir une vue bien claire et de pouvoir s'immerger à fond dans cette histoire. Voilà, donc petit manque sur cette carte. En ce qui concerne l'action, il y en a. Il y en a dans tous les sens, à toute étape du roman. Il y a de l'action, des questions, des quêtes, plusieurs selon les personnages, de la manipulation. Et tout ça, c'est maintenu par un rythme très bien fait, puisque entre chaque chapitre on alterne entre différents personnages qui sont regroupés par petits groupes. Il y en a par exemple 2 qui sont ensemble et je crois 3 autres qui sont ensemble, et en fait ça tourne comme ça. Comme pour les sœurs Carmine, Ariel Holst a adapté sa narration à chacun des personnages, donc un langage plus haché pour tel ou tel personnage, quelque chose d'un peu plus humoristique quand on passe sur un autre. On est dans une histoire avec un fond de tyrannie, une grosse phase de rébellion dans lequel on place la quête de personnages principaux. Comme je vous le disais, on est à mi-chemin entre fantasy et une petite partie scientifique que j'ai adoré et qui en fait soulève énormément de questions. La fin, on a des grosses questions en suspens, on n'a pas les réponses, bien sûr ça donne envie de lire la suite. Impossible de s'ennuyer donc avec ce roman qui se lit très bien, qui se lit très vite. C'est une autre facette de l'auteur que je découvre. Il y a
un humour moins absurde, je trouve un peu moins glauque que dans Les Sœurs Carmine, c'est vraiment un tout autre registre qui m'a énormément plu. Faisant partie des sélectionnés du Plib et Mélo vous ayant déjà fait son retour, je peux vous faire le mien à ce sujet. Je pense que oui, il fera partie de mes 5 finalistes parce que je pense qu'il mérite sa place, même si Ariel Holz faisait déjà partie des finalistes et a gagné la première édition d'ailleurs. Voilà pour L'âme vive, je ne peux que vous le conseiller. Je vous mettrai, je pense, soit dans la barre d'infos, soit dans le petit quelque part, la vidéo de Mélo pour que vous puissiez aller voir son avis. Le deuxième roman que je vais vous présenter, il s'agit de Vengeful de V.E. Schwab, le deuxième tome de Vicious que j'ai lu en VO, toujours aussi abordable d'ailleurs à ce sujet, ne vous faites pas de soucis. Je vous ai déjà fait je pense une première vidéo sur la partie 1, j'essaierai de vous la mettre pareil soit dans le i soit dans la barre d'infos. Et ben c'est un roman que j'ai beaucoup aimé encore. De toute façon dès que je l'ai rouvert, même s'il me semble qu'on ne reprend pas tout de suite avec les personnages que l'on a connus, dès que je l'ai rouvert je souriais en fait. Voilà, il y a un humour que je qualifierais quand même d'assez subtil dans... C'est pas des grosses vannes, c'est pas des grosses blagues, c'est vraiment quelque chose dans la façon d'écrire, dans les mots utilisés, dans le caractère des personnages que je trouve moi très très drôle. Donc voilà, un type d'humour qui me touche beaucoup. Donc je pense que oui, une grande partie du roman, je devais avoir le sourire aux lèvres. Si vous n'avez pas lu le tome 1, je vous conseille de vous arrêter ici parce que par nécessité, je risque de spoiler certains éléments du tome 1. Maintenant que vous êtes prévenus, je passe à la suite. 1, 2, 3... On retrouve bien sûr Victor et Ellie, toujours ces deux stratèges qui s'opposent. Ils n'ont pas les mêmes informations, c'est super intéressant de voir ce combat de deux géants. Vient se greffer à ça un autre but. Victor se bat un peu contre lui-même, il cherche une façon de se sauver puisqu'il sent bien qu'il va mourir, mais pour de bon cette fois. Et Ellie de son côté est employée pour retrouver d'autres extraordinary. Se greffe à cela tout de même de nouveaux personnages puisque on va retrouver, comment elle s'appelle, Marcella Riggins et une jeune femme qui s'appelle June. Et puis d'autres qui ont des pouvoirs absolument incroyables. C'est ça que j'aime avec ce roman, c'est cette partie du coup fantastique que j'adore. Les pouvoirs sont des facultés que je n'ai vues, que je n'ai trouvées nulle part ailleurs. Et je les trouve franchement super bien trouvées et j'adore. On retrouve le même mode de narration que dans le tome précédent, même si ça se passe pas exactement de la même façon. L'histoire en soi se déroule sur quelques semaines, éventuellement 1 ou 2 mois pour la partie présente. Et puis en fait ça fait des allers-retours dans le passé, 3 semaines avant, 3 ans avant, 10 ans avant. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je trouve que ça maintient un rythme. Ça maintient accroché à l'histoire aussi puisque on a envie de savoir ce qui se passe dans le présent. Ça rajoute vraiment du suspense et cet effet pièce détachée du puzzle qu'on essaye en fait avec les... On a quasiment toutes les pièces dans le présent, on essaye de les assembler. On a de nouveaux éléments du passé, donc du coup on peut réassembler les pièces, enfin voilà, c'est une gymnastique que j'apprécie beaucoup. On a dans ce roman davantage d'informations sur l'enfance d'Ellie, que j'ai beaucoup aimé, que je trouvais intéressante, mais Ellie n'étant pas mon personnage favori, j'aurais aimé en savoir plus sur Victor en fait, et ça malheureusement il y a assez peu de choses. Je vous parlais des personnages, on retrouve bien sûr Mitch et Sydney, Sydney qui évolue, Sydney qui grandit, j'ai beaucoup aimé cette famille qui rend Victor finalement très très humain, alors que de Ellie et Victor finalement c'est toujours Victor qui paraît le plus froid, le plus distant, le plus... comme s'il n'avait pas besoin d'affection. Ellie de son côté, avec les morceaux de son enfance, on comprend vraiment que c'est en fait un vrai dégénéré. Victor c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. C'est marrant parce que la duologie s'appelle Villains, c'est pas pour rien. Il n'y a pas de héros, il n'y a pas de gentils dans ces histoires. C'est d'ailleurs, je pense, tout ce qui est répété plusieurs fois dans le premier tome, hein, qu'il n'y a pas de gentils. Et c'est dingue de voir à quel point on peut s'attacher à des anti-héros puisqu'il s'agit bien de meurtriers hein, pour les deux. Mais voilà, je ne peux pas m'en empêcher, moi je suis de la team Victor et j'aime Victor Vale. Que dire de plus si ce n'est que c'est la fin d'une duologie, j'imagine que c'est la fin aussi pour un univers et alors... Ça m'a moins fait l'effet que pour Shades of Magic qui là m'avait vraiment mis un coup au cœur quand j'avais terminé le 3e tome, mais j'ai quand même ce petit
ce petit regret, j'ai cette tristesse en refermant ce roman de dire que je ne retrouverai plus les personnages, que c'est fini. Un mot sur la fin, juste pour vous donner ou pas une indication, pour moi c'est une fin parfaite, voilà, vous savez quelle est ma définition des meilleures fins. Pour moi celle-ci est vraiment très très bonne, c'est ce qu'il fallait en fait, voilà, c'est ce qu'il fallait pour conclure cette duologie. Et donc en ce qui concerne V.E. Schwab, 2 univers, pas de déception, donc je pense que je vais continuer à suivre cette auteure et voir ce qu'elle sort au fur et à mesure. Un roman contemporain, jeunesse, jeune adulte, qui m'a pour le coup un peu moins séduite, et il s'agit de La tête sous l'eau d'Olivier Adam. J'ai eu, en fait, dès qu'il est sorti, j'ai eu très envie de découvrir ce roman pour le titre, pour la couverture et pour le fait, il me semble que c'est l'auteur de Je vais bien, ne t'en fais pas. C'est ce qui est écrit derrière en tout cas. Je vais bien, ne t'en fais pas, que j'ai vu en film, que je n'ai pas lu, mais voilà, j'ai adoré le film avec la bande originale qui est sublime d'ailleurs. L'actrice qui joue merveilleusement bien, ce film que j'ai vu à plusieurs reprises et qui me fait pleurer à chaque fois. Voilà, Je vais bien, ne t'en fais pas, je vous le conseille pour tous les gens qui aiment les drames, je l'ai adoré ce film. Donc voilà, ce que je voulais retrouver, c'était vraiment ce que j'avais eu, voilà, ce coup de cœur que j'ai pour le film, et en fait que je n'ai pas du tout eu avec le roman. Je pense que le public visé n'est pas le même non plus, ici c'est beaucoup plus jeunesse, hein. Déjà bon, bah, ça se voit à la taille du roman, aux marges et à la taille de la police. Ce n'est pas une mauvaise lecture, mais du coup c'est une petite déception. On va suivre l'histoire d'une famille complètement éclatée après la disparition de la sœur aînée. Personne ne sait dans quelles circonstances. Nous, tout au long du roman, on va suivre alternativement les pensées de son frère, et on va découvrir du coup à travers lui comment se sont passées les choses, comment se passent les recherches, comment dérive sa famille avec tout ça. Et la messagerie de sa sœur, sur lequel on retrouve des messages plus ou moins anciens. Et qui donne au lecteur une assez bonne indication de ce qui peut s'être passé, qui pousse à réfléchir, qui pousse à imaginer. Donc ça c'était pas trop mal. Donc c'est une histoire vraiment horrible, la chute est glauque, on va pas se mentir, c'est un véritable cauchemar pour les protagonistes, mais je suis restée assez détachée en fait de cette lecture. J'ai pas réussi à être heurtée, pour moi ça a pas été assez puissant. Je pense que d'une certaine manière je recherchais toute l'émotion que j'ai recherchée dans Quand vient la vague de Manon Fargueton. Je pense que ça manque peut-être de développement, ça manque de description, ça manque d'émotion, sans tomber dans le pathos, hein, sans tomber dans vraiment le tir-larme, mais je pense qu'il y aurait pu y avoir plus d'impact sur cette lecture. Donc voilà, petite déception. C'est peut-être dû au fait que je ne suis plus le public visé, c'est peut-être pour un public un peu plus jeune, je ne saurais pas dire pour quel âge c'est orienté, mais en tout cas voilà, je pense que moi je suis passée à côté et j'aurais aimé quelque chose de plus développé, quelque chose de plus dur. Ça y est, c'est terminé pour cette vidéo, je vous ai présenté mes 3 dernières lectures. Mon rythme de lecture s'est effondré, c'est terrible, j'essaie de remonter la pente mais c'est compliqué. Là en ce moment je suis plongée dans les lectures plis pour pouvoir avec Mélo vous faire plusieurs comparaisons, mais ça aussi ça va être ardu je pense. N'hésitez pas, si vous avez lu l'un de ces 3 romans ou 2 ou même les 3, à venir en discuter dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir d'échanger. Si vous avez des suggestions de lecture par rapport à ce que je vous ai dit, n'hésitez pas non plus, c'est toujours avec plaisir. Et en attendant notre prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.